En 1977, l'administration Carter enquête sur les allégations qui veulent qu'un programme tel que le MK-Ultra existe. Cette enquête ne donnera aucun résultat. Cet homme sait pourtant que le MK-Ultra a bel et bien existé. Le candidat de Mandchourie a certainement beaucoup à voir avec les recherches que nous faisions à l'époque. Tellement de gens croyaient que l'on pouvait fabriquer des tueurs qu'il fallait bien étudier la question afin de savoir si c'était possible ou pas. Pour savoir si une personne pouvait devenir un assassin sous contrôle étranger, on devait tenter l'expérience. C'était la seule façon de s'en assurer. L'assassin peut être un homme ou une femme, mais l'expérience donne de meilleurs résultats avec des sujets très jeunes. Tout a commencé lorsque j'étais une enfant. Mon père était un assassin et s'intéressait au contrôle de l'esprit par la torture, l'hypnose et autres moyens. Il m'a utilisé comme cobaye afin de montrer à ses collègues de la CIA, entre autres, ce qu'il pouvait accomplir avec un enfant. Mon apprentissage a donc commencé dès l'âge de 4 ans. Ces activités ont commencé au début des années 70 et ont pris fin vers 1990. Il y a eu plus de 76 morts. Je frappais à la porte d'une maison, prétextant des problèmes de voiture, ou encore en disant que j'étais perdue, et je demandais de m'aider à trouver une maison en particulier. C'était aussi simple que ça. J'utilisais un fil de fer ou une arme à feu. Un jour, je posais comme une prostituée. Pendant que mon client était au lit, j'ai pris le foulard que je portais et je l'ai trempé dans l'eau de la cuvette. Cela a réactivé les ingrédients chimiques qu'il contenait et je l'ai déposé sur le visage de l'homme qui en est mort. J'ai subi l'entraînement appelé Naomi. Ils m'ont montré comment tremper une aiguille dans de la gelée de pétrole qui contient un ingrédient chimique. Je devais ensuite piquer quelqu'un avec cette aiguille. Les armes à feu me sont tellement familières, même si l'on ne m'a jamais donné la permission d'en avoir une à la maison. Aujourd'hui, je possède une arme et je me suis aperçu que je tire très bien, même sans entraînement. John Lennon aurait été abattu par l'un de ses tueurs sous influence. On le considérait, semble-t-il, comme une menace à cause de ses vues politiques. Il sera abattu à l'extérieur de son appartement par Mark Chapman. Le portier déclara qu'après la fusillade, Chapman se serait assis et aurait continué de lire le livre de J.D. Salinger, L'Attrape-cœur. Je suis persuadé que l'attrape-cœur contient certains mots déclencheurs et que le livre a été utilisé dans le programme de contrôle de l'esprit. Le livre lui-même a été écrit par un ancien officier de l'OSS, Office of Strategic Services. L'attrape-cœur a été retrouvé sur plusieurs scènes d'assassinat. Il est donc logique de penser que ce livre joue un rôle quelconque dans la fabrication des assassins. Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans une bibliothèque et j'ai vu l'attrape-cœur sur une tablette. Je suis entrée en transe immédiatement. Je ne pouvais quitter le livre des yeux. Je l'ai parcouru et je me suis dit que c'était le livre parfait pour quelqu'un qui a un problème à entrer en contact au niveau émotif avec les gens. Et que cette personne se laisserait facilement entraîner à commettre des actes criminels. Les tenants du complot soutiennent qu'il existe des implants au cerveau qui permettent de contrôler les sujets à distance. Dans les années 50 et 60, on a implanté des électrodes dans le cerveau de certains individus.
Ces recherches avaient été financées par l'armée et la CIA. Beaucoup de preuves existent à l'effet que des implants ont été utilisés sur des humains en vue de les manipuler. Ce métrage, qui date des années 60, nous montre une expérience avec un taureau. Il est aussi facile de contrôler ses humeurs que de changer les postes de télévision au moyen d'une télécommande. Nous savons qu'en implantant une électrode au cerveau d'une personne, on peut contrôler les effets électriques à distance et influencer considérablement son comportement. Un homme en Suède, Robert Naisland, sait qu'on lui a implanté une électrode et prétend qu'il peut le prouver. Cet implant a eu un effet négatif sur sa personnalité, le rendant taciturne et asocial. La première fois que j'ai été en contact avec cette nouvelle technologie des implants, c'est lorsque j'ai été hospitalisé ici à Stockholm. On m'a alors implanté un transmetteur dans la narine droite. L'implant radio était à peu près de la taille d'un petit projectile, d'après les radiographies. N'importe quel technicien vous dira qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces radiographies. On y distingue des implants, on ignore bien sûr comment ils y ont été installés, mais on voit très clairement que ce sont des corps étrangers. Il est très facile de poser un implant au cerveau. On peut le faire par les narines ou l'on peut percer le crâne à l'aide d'une fraise. Aujourd'hui, les implants sont de plus en plus sophistiqués et de taille de plus en plus réduite. On peut les implanter sur les gens sans qu'ils ne le sachent et ces implants passent inaperçus à l'autopsie. Incapable de bien fonctionner en société, il devient progressivement un petit criminel. Désespéré, il envoie ses radiographies à un médecin de New York. Ce dernier lui confirme que l'on voit bien 2 corps étrangers sur ses radiographies. Naisland fait enlever ses implants en Suède et demande à les conserver. Lorsque je suis revenu 10 jours plus tard, on m'a annoncé que l'on avait perdu les transmetteurs que l'on avait retirés de mon anatomie. Je pense que la CIA et son pendant suédois, la SEP, devaient être impliqués dans l'affaire. La majorité des scientifiques et la plupart des médecins n'ont jamais entendu parler de cette technologie. C'est un secret bien gardé par les militaires. Je vis maintenant en Norvège et je sais qu'il existe un projet de surveillance électronique de la marine et que l'on installe des implants sur des humains en Norvège. Les plus récents développements dans cette technologie du contrôle mental à distance ne font plus appel aux implants. Les messages sont envoyés directement au cerveau du destinataire au moyen de micro-ondes. Une nuit de 1992, j'étais chez moi, profondément endormi, lorsque je me suis éveillé brusquement. Ce que j'ai trouvé étonnant parce que j'étais à la fois très décontracté et extrêmement alerte. C'est alors que j'ai entendu une voix dans mon oreille droite qui me disait que les bases souterraines existent. Il semble bien que beaucoup de ces activités secrètes soient maintenant de notoriété publique. Récemment, j'ai découvert que l'on avait accordé un brevet en 1989 à une invention qui transmettait une voix directement au cortex auditif. La technologie pour ce faire est très simple. Une personne parle dans un microphone et ce qu'elle dit est retransmis au moyen de micro-ondes au cerveau de l'individu ciblé. Le destinataire entend la voix très clairement. C'est ce qui m'est arrivé. J'en suis persuadé. Beaucoup de gens déclarent entendre des voix. L'un d'eux, un prisonnier, est persuadé que l'on essaie de le contrôler.
Depuis plusieurs années, je suis victime d'une invention quelconque qui me transmet des voix dans la tête, exactement comme si j'avais des écouteurs dans les oreilles. Des prisonniers témoignent en sa faveur, mais sa cause est déboutée, faute de preuves. Après tout, qui accorderait foi au dire d'un criminel? Cette technologie connaît son apogée pendant la guerre froide. S'il est permis de penser qu'elle n'a plus cours aujourd'hui, les tenants de la conspiration sont persuadés qu'elle est toujours utilisée. On donne pour exemple l'action terroriste la plus violente à avoir eu lieu en Amérique du Nord, l'explosion de la bombe à Oklahoma City. Le responsable est le vétéran Timothy McVeigh. Personne ne met en doute sa responsabilité, mais certains voient en lui le prototype même du tueur programmé pour tuer. La version officielle de cette histoire, c'est qu'il est dans l'armée, il devient frustré et déprimé parce qu'il ne peut pas faire partie des brigades spéciales. Il va travailler à Carlspan et 1 an plus tard, il devient soudainement enragé contre le gouvernement américain parce qu'il croit qu'on lui a implanté quelque chose dans le corps. À Carlspan, il travaillait pour une compagnie ultra secrète qui fabriquait des microprocesseurs. Pendant qu'il est à Carlspan, McVeigh, un employé modèle, devient vite, selon ses amis, complètement paranoïaque. Il croit qu'il est manipulé par le gouvernement américain. Une enquête est instituée afin de vérifier les allégations de complot. Nous avons formé un grand jury qui siège depuis de nombreux mois afin de vérifier s'il n'existe pas une conspiration qui impliquerait d'autres complices que McVeigh et Nichols. Donc, depuis des mois, nous entendons les témoignages de gens qui déclarent savoir des choses à propos d'individus qui auraient participé à cette conspiration. Nous recevons aussi les témoignages de ceux qui affirment que les employés fédéraux avaient reçu une note leur disant qu'il y aurait une explosion et leur enjoignant de ne pas aller travailler ce jour-là. Tellement de gens déclarent devant le grand jury avoir été victimes d'expériences sur le lavage de cerveau que la Maison-Blanche a été obligée de prendre des mesures. Une association, ACHES, A-C-H-E-S, voit le jour pour défendre les droits de ses victimes. Et les bandes vidéo que vous allez voir sont quelques-uns des témoignages recueillis. J'ai été victime d'une expérience sur le lavage de cerveau durant la guerre froide, dans les années 50. Je suis citoyenne américaine et j'ai été victime d'expériences sur le contrôle de l'esprit. Je suis moi aussi citoyen américain vivant au Canada et j'ai été victime du programme MKUltra dans les années 60. Je suis une victime de ces expériences à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et je demande au président des États-Unis d'instituer une commission d'enquête sur le sujet. À 14 et à 16 ans, j'ai subi 2 interventions chirurgicales, dont une ablation de tissu cérébral dans le cadre d'une expérience sur le contrôle de l'esprit. Je veux faire part de mes craintes au président Clinton. Enfant, on a fait des expériences de contrôle mental sur moi. Ces expériences continuent encore aujourd'hui. En tant que citoyenne des États-Unis, je demande qu'une commission d'enquête soit constituée. Je suis né en 1975 et je suis une victime de ces activités criminelles. Cette situation doit cesser. Cela va à l'encontre des droits éthiques les plus élémentaires. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cela constitue une très grande menace pour l'humanité. Cette situation perdure depuis 50 ans. Pressée de toutes parts, l'administration Clinton force la CIA à plus de transparence et à rendre publiques certaines informations. Néanmoins, une porte de sortie est accordée à la CIA. Cette dernière a le droit de détruire tout dossier qui s'avérerait, selon elle, une menace à la sécurité de l'État. Nous ne saurons probablement jamais jusqu'où sont allés ces groupes dans leur tentative de contrôle de la population américaine.